Pulsation Podcast, le podcast des HUG, votre podcast santé. Technologie innovante, conseils de spécialistes, témoignages, que vous soyez professionnel, patiente, patient ou simple curieuse ou curieux, ce podcast est le vôtre. Bienvenue dans Pulsation Podcast, le podcast des HUG. Selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique, en Suisse, 9500 personnes meurent chaque année des suites de la consommation de tabac. C'est 26 décès par jour. Le tabac tue 30 fois plus que les accidents de la route. Le tabagisme représente l'un des principaux problèmes de santé publique. La nocivité du tabagisme pour la santé n'est plus à prouver. Quand on fume, la fumée qu'on ingère est un mélange de différents gaz et particules. Cette fumée contient plus de 4000 substances. Nombreuses d'entre elles sont toxiques et au moins 70 sont connues pour être cancérigènes. On sait aujourd'hui que la moitié des fumeurs réguliers meurent prématurément et la moitié de ces décès prématurés surviennent avant les 70 ans. L'espérance de vie d'un fumeur régulier est en moyenne inférieure de 10 ans à celle d'un non-fumeur. Les maladies cardiovasculaires, responsables de 34% des décès dus au tabagisme, sont la première cause de mortalité chez les fumeurs. Le cancer du poumon suit avec 29% des décès, alors que les maladies des voies respiratoires et autres types de cancers y contribuent à raison de 17 à 16%. Alors comment cette question du tabagisme est-elle prise en charge au HUG ? Quelle politique est mise en place ? Qui sont ces professionnels de santé qui œuvrent chaque jour pour prévenir, accompagner, soutenir les personnes qui souhaitent arrêter de fumer ou diminuer, ou les personnes qui y sont fortement incitées ? Bienvenue dans Pulsation Podcast, je suis Karine Paulien, journaliste, et je vous propose une immersion aujourd'hui dans la question de la prise en charge du tabagisme au HUG. Nous rencontrons tout d'abord Jean-David, à proximité des HUG. Alors, la cigarette est arrivée très tard. Bon, j'avais essayé une fois quand j'étais jeune, mais ça m'avait pas tellement attiré, pas plus que ça. J'ai commencé très tard, à 30 ans, puis bon, j'y ai pris goût. Puis il faut dire qu'à l'époque aussi, c'est que tout le monde fumait. On fumait partout, on fumait dans la rue, on fumait dans les espaces publics, au cinéma, on fumait chez le médecin fumait en même temps que nous, on fumait en salle de réunion. La cigarette s'est installée, mais vous fumiez beaucoup ou... Alors au début, bon, j'ai fumé, je sais pas, je pourrais dire modérément, 5, 6, 10 cigarettes par jour. Mais avec le temps, la demande était de plus en plus forte et donc j'ai fumé mon paquet rapidement. Et même quelquefois, je dépassais le paquet. Quand on est pris par ce qu'on fait au niveau professionnel, il m'arrivait d'allumer une cigarette alors qu'il y en avait une qui fumait encore dans le cendrier, quoi, que j'avais complètement oublié. Je me suis marié tard aussi, j'avais 40 ans, mais je fréquentais déjà la personne avec qui j'allais me marier. Elle fumait aussi, on s'entraînait bien, quoi. Mais avant de la rencontrer, j'avais arrêté une première fois. Sur un pari un peu bête, quoi, avec des amis. Ouais, t'es même pas capable d'arrêter, tu parles. Oui. On a topé, j'ai parié. Un repas dans un restaurant, donc j'avais gagné, j'avais arrêté pendant un mois. Mais il y avait cet objectif, quelque part. Il y avait cette euphorie-là. Est-ce qu'après, vous avez réussi à tenir ? Non, j'ai refumé le soir même. Le deal était fini, j'ai repris ma cigarette. Et qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à l'arrêt définitif, en fait, en 2013. Il y a eu plusieurs galops d'essai. Il y a eu un deuxième essai, un peu plus tard, avec mon ex-femme. On avait décidé d'arrêter comme ça, bon, parce qu'il commençait à y avoir des campagnes anti-tabac. Puis on a lu aussi un petit peu, et on avait décidé d'arrêter. Difficilement, mais on a arrêté, on a réussi pendant presque une année. Et puis, un été, on devait partir en vacances. On était à Bâle pour prendre un vol charter. Puis on nous annonce un retard. C'était près de 6 heures, mais au bout de 2 heures, il y avait tout le monde qui fumait dans la salle. On s'est dit, c'est les vacances, on se prend une cigarette. On a acheté un paquet. Dans l'avion, on a acheté 2 cartouches. On a dit, on fume ça et on arrête. Et au retour, on a racheté des cigarettes, voilà. Et on a repris de plus belle. Alors, comment est-ce que j'ai arrêté réellement ? C'était en 2013. Je toussais, j'avais une bronchite carabinée. Et toute la nuit, je suis resté assis à tousser. Mon ami, ma compagne actuelle, s'était levée pour me dire, mais écoute, tu vas mourir là, il faut qu'on aille voir un médecin, on va aller à l'hôpital, on va aller aux urgences. Non, ça va passer, t'inquiète pas.
Puis comme on dit, dans ces cas-là, on disait toujours il faut combattre le mal par le mal. Et quand je toussais, je rallumais une cigarette. Et puis on n'avait pas du tout conscience de ce qu'on faisait, quoi. Et ensuite, j'ai dit bon, je m'arrête une journée, enfin le week-end, c'était un vendredi soir. Lundi, je toussais encore un petit peu, j'ai rallumé une cigarette et là je me suis remis à tousser. J'ai dit oh là là, je vais laisser passer encore 1 ou 2 jours. Et puis de fil en aiguille comme ça, au bout d'une semaine, ça va mieux, je tousse plus. Je suis sûr que si je reprends une cigarette, je vais me remettre à tousser. Donc c'est là, j'ai arrêté cette fois-là. Vous vous êtes fait aider un petit peu ? Non. En fait, vous aviez même pas conscientisé d'arrêter définitivement. Non, et il n'y avait pas d'objectif. Voilà, j'ai arrêté de fil en aiguille, comme ça s'est fait un peu tout seul. Bon, je dis pas, il y a des jours, encore 10 ans après, où je me prendrais bien une cigarette comme ça pour le plaisir. Mais je le fais pas. Une fois qu'on est passé par là, il faut plus retoucher. J'ai fumé pendant un peu plus de 30 ans. Je voudrais plus maintenant. Bon, maintenant en plus, on m'a diagnostiqué un cancer du poumon, donc c'est certainement pas ça qui va me remotiver pour fumer. Je veux dire, là, je vais pas plus loin. Voilà. 80 à 82% des cancers du poumon sont liés à la cigarette. Nous sommes avec le professeur Alfredo Adeo, chef de service de l'oncologie médicale au HUG, responsable du centre du cancer du poumon. Il y a un 20%, on dit comme ça, 20-30% des patients qui arrivent chez moi qui arrêtent toute seule. Dès qu'il y a l'annonce au diagnostic, ils sont tellement choqués qu'ils arrêtent tout de suite. Après, je crois qu'il y en a un bon 40-50% qui n'arrêtent jamais. Ils disent non mais je ne veux pas arrêter, je n'arrive pas, peut-être un peu réduire mais jamais arrêter. Et après il y a un bon 30% qui sont accompagnés et qui arrivent à arrêter, grosso modo. Donc il y a encore un gros groupe des patients qui n'arrêtent pas, ça il faut le dire. C'est surprenant, mais je comprends aussi la logique. Je dis mais moi j'étais déjà en train de faire des traitements très durs contre mon cancer, j'ai la peine, je ne peux pas aussi ajouter un extra niveau de souffrance et je préfère de ne pas arrêter. On est là pour encourager, accompagner et à respecter en tout cas les choix, parce qu'après, je crois que chacun doit assumer les responsabilités, mais il faut être informé. Donc nous on informe, on partage, on essaye d'accompagner et on offre. Après, il y a des cas où cette offre est bien acceptée et des cas où c'est pas accepté. Et c'est comme ça. Mais vous disiez en même temps, si j'ai bien compris, que si une personne continue de fumer pendant son traitement... le risque de faire des complications majeures au niveau pulmonaire est plus élevé. Parce qu'on sait bien qui est fumeur ou fumeuse de long temps... un risque plus élevé de faire des infections pulmonaires. Et clairement, sous traitement de chimiothérapie, il y a déjà un risque plus élevé de faire des infections. Si on va vraiment augmenter de manière exponentielle le risque de faire des complications pulmonaires majeures. Pour les personnes, qu'est-ce que physiquement ça veut dire une fois que vous engrangez un cancer du poumon ? Ça dépend. Les symptômes ne sont pas là tout de suite. Ça peut prendre un moment pour avoir des symptômes, et on dit souvent que quand il y a des symptômes importants, c'est parce que la maladie est devenue extrêmement grande, très avancée, et là ça devient compliqué d'arriver à éradiquer la maladie. Parce que c'est clair, si on détecte la maladie au début, quand la maladie est plus petite, on a plus de chances d'arriver à guérir la personne. Par contre, on sait que quand quelqu'un fume, les symptômes au début sont des symptômes très légers, et souvent sont des symptômes qu'on peut confondre un peu avec ce qu'on a quand on fume beaucoup, la toux. Et on a un peu de glaire, et donc c'est très probable de un peu banaliser ces symptômes jusqu'à quand ça devient très important, parce que la maladie est clairement devenue très important, plutôt parce qu'il y a un épaississement de la trachée plutôt que des vaisseaux. Clairement, plus la maladie est avancée, moins c'est probable qu'on arrive à guérir quelqu'un. On peut essayer de prolonger sa vie, donc de procrastiner, de bloquer le cancer, mais de l'éradiquer, c'est extrêmement compliqué si la maladie est très avancée. Et donc c'est possible que ça arrive, malheureusement. Maintenant, la mortalité liée au cancer pulmonaire est en train de réduire, parce qu'on fait mieux qu'avant, mais ça reste en tout cas très élevé. Donc ça veut dire que malgré tout l'effort qu'on a fait, malgré toute l'amélioration qu'il y a encore beaucoup de patients, beaucoup de personnes atteintes par un cancer pulmonaire qui meurent à cause de cancer.
Bonjour, Romain Mess, je suis un des médecins adjoints du service de pneumologie des HUG, puis je suis le référent donc de la pneumologie interventionnelle, et c'est ça mon cœur d'activité, qui a un lien bien évidemment avec le centre du cancer, mais pas que, puisque on intervient aussi sur d'autres pathologies liées au tabac notamment. Eh bien, le tabac, on le connaît, c'est un facteur de risque de cancer qui est augmenté jusqu'à 25, voire plus en fonction de l'exposition au tabac, mais le tabac a aussi d'autres conséquences, qu'elles soient cardiovasculaires, infarctus, AVC, et puis les maladies respiratoires chroniques, au premier rang desquelles on a l'ABPCO, avec sa forme aussi emphysémateuse, où on a une destruction du poumon. L'ABPCO, c'est la bronchite chronique. La bronchopneumopathie chronique obstructive. La bronchite chronique, c'est un stade qui est avant et qui se caractérise notamment par une bronchorée, donc beaucoup de sécrétions. Les patients toussent et crachent, les expectorations notamment le matin. Pourquoi le tabac attaque systématiquement finalement les poumons? Pourquoi ça attaque le poumon? Bien évidemment, si on regarde le fonctionnement, on inhale la fumée et donc les composants toxiques du tabac, les irritants vont être directement inhalés et vont arriver au contact des poumons, la profondeur des poumons, là où il y a ce qu'on appelle les alvéoles, c'est ces petites zones qui permettent les échanges gazeux. Et c'est à ce niveau-là, via différents mécanismes, que ce soit de l'inflammation ou des modifications de l'ADN pour arriver jusqu'à des cellules tumorales, eh bien, c'est là où on a la toxicité du tabac. Est-ce que les maladies respiratoires touchent des personnes plus jeunes que le cancer du poumon, par exemple, qui s'instaure dû au méfait du tabac pendant plusieurs années? Le tabac va intervenir déjà, si on reprend l'histoire de la vie, même pour la conception. Une femme qui va fumer a plus de difficultés, ou un risque accru d'avoir des difficultés à la conception. Ensuite, durant la grossesse, des petits poids de naissance, donc des mauvaises croissances de l'enfant, des fausses couches, tout ça c'est des risques qui sont aggravés par le tabac. Et puis ensuite il y a la naissance où le tabac même passif, la fumée que les enfants vont inhaler, c'est toxique pour eux. Ça peut retarder leur croissance et on sait très bien qu'un poumon qui a une croissance qui est limitée, c'est une séquelle qu'on gardera à vie. Donc pour répondre à votre question, est-ce qu'on voit déjà des atteintes du tabac chez des personnes plus précoces? Bien évidemment, dès l'enfance on voit des séquelles du tabac. Et puis ensuite, en fonction de plein de spécificités, on parlait il faut beaucoup fumer pour avoir un cancer, mais si on a certains déficits génétiques, à 30 ans, on peut déjà avoir un poumon qui est complètement détruit si on a un déficit en alpha-antitrypsine et avoir le même poumon que quelqu'un qui aurait fumé jusqu'à ses 90 ans. Donc il y a des complications sur tout l'inventaire de la vie. La dépendance au tabac est prise en charge de deux manières au HUG. Il y a d'abord le travail que font sur place les infirmières et les infirmiers spécialistes cliniques en addictologie qui interviennent à la demande des services dans les unités de soins hospitalières auprès des patientes et des patients qui souffrent de dépendance, comme à l'alcool, au tabac ou autres. Vanessa Vaucher, infirmière spécialiste clinique en addictologie. Alors déjà, les patients qu'on voit ici en milieu hospitalier, ils viennent en général pour autre chose. Une jambe cassée, une cirrhose. La jambe cassée peut être liée à une prise de risque du fait que la personne était alcoolisée, par exemple. Une personne peut venir pour une infection liée à une injection. Donc le motif d'hospitalisation est indirectement lié à l'addiction ou complètement séparé. Mais évidemment, c'est une maladie tellement présente pour certaines personnes qu'on est obligé de la prendre en charge. Mais si on regarde dans le détail du patient que nous on voit, il n'y a pas une seule substance, c'est plusieurs substances. Et derrière les addictions, il y a quand même toujours une explication psychiatrique. Et ça, le tabac, c'est l'outil le plus rapide pour avoir la substance dans son corps et dans son cerveau. C'est 5 secondes. Et le corps, inconsciemment, sait exactement comment inhaler, à quelle profondeur pour obtenir ce qu'il lui faut, la quantité de nicotine qu'il lui faut. Et en 5 secondes, ça monte au cerveau. Une injection d'héroïne va prendre plus de temps, etc. Et pourquoi il y a autant de gens qui sont dépendants? C'est que c'est un moyen extrêmement rapide d'avoir cette décharge de dopamine, d'avoir l'accès à la nicotine. Et donc, c'est un combat parce que nous, professionnels, on n'a pas quelque chose d'aussi efficace. On a des choses efficaces. On a une boîte à outils qui est assez grande, mais aussi rapide que la cigarette. Ça, on n'a pas. Donc, c'est pour ça que... Il ne faut pas sous-estimer l'ennemi. Qu'est-ce que vous pensez de l'avènement de ces cigarettes électroniques, des puffs, etc. Alors, il faut les distinguer. Il ne faut pas les mettre tous dans un même panier. Et puis, ça dépend des personnes. Si vous voulez, la vapoteuse, qui est quand même un outil, c'est pas de la combustion. Donc, ça ne transforme pas les milliers de produits qu'il y a dans une cigarette industrialisée vers des gaz supplémentaires qui sont extrêmement toxiques. Le contenu déjà des cigarettes est toxique parce que c'est pas du tabac qu'on trouve dans les cigarettes, c'est du tabac
avec des substances rajoutées. Et dans une vapoteuse, vous avez déjà très très peu de produits. Il n'y a pas de combustion, c'est de la vaporisation. Donc déjà, il n'y a pas toute cette transformation. Donc en termes de réduction des risques, c'est un outil très intéressant pour des personnes qui ont une longue histoire de dépendance avec la cigarette. Pour les jeunes, c'est pas intéressant. C'est même dangereux. Parce que beaucoup de jeunes commencent par ça. Voilà, exactement. En revanche, la puff, qui est maintenant le grand truc, qui déjà a une catastrophe écologique, vu que c'est du jetable, ça c'est le deuxième scandale, mais la contenance de nicotine est tellement élevée qu'elle rend les jeunes extrêmement rapidement dépendants à la nicotine. Et la dépendance physiologique, c'est ce qui quand même va déterminer le maintien de l'usage. Et donc, c'est un piège d'une perversité énorme. Donc il faut les interdire aux jeunes déjà, et puis il faut amener des messages d'accompagnement à ces interdictions. Pourquoi on ne veut pas que ces jeunes ? Parce que c'est plus addictogène que la cigarette. La deuxième façon d'être prise en charge au HUG quand on est dépendant au tabac, c'est de se faire accompagner par le service de médecine de premier recours qui accueille en ambulatoire les personnes qui souffrent de dépendance et souhaitent trouver une issue à cette dépendance. Sylvain Delucia, médecin-chef de clinique à l'unité des dépendances du service de médecine de premier recours. Pour arrêter de fumer, ça marche bien. L'écoute active, l'entretien motivationnel, c'est notre grand outil ici, qui comprend une part d'écoute, mais qui comprend différentes techniques qui vont permettre au patient d'évoquer sa problématique, de l'explorer avec notre aide. Ça marche en adjonction avec des produits de substitution. Il existe depuis maintenant quelques décennies des substituts nicotinés sous forme de patch, sous forme de gomme, sous forme d'inhalateur ou encore de spray. Ça, c'est vraiment le courant des médicaments qu'on utilise. Les autres substituts qu'on utilise maintenant beaucoup, c'est la vapoteuse. Il existe également des aides pharmacologiques qui sont de la classe des antidépresseurs ou de molécules apparentées qui sont des psychotropes qui agissent directement sur le cerveau, qui se prennent sous forme orale. Mais le plus célèbre d'entre eux, la varénicline, pour l'instant n'est plus disponible depuis environ 2 ans. On a beaucoup de problèmes d'approvisionnement, également d'autres types de substances, telles que les benzodiazépines. On a eu beaucoup de problèmes depuis la pandémie de Covid. Il fallait vraiment jouer de différentes astuces avec les pharmaciens pour trouver la molécule la plus proche possible qui soit disponible et accessible aux patients. Une petite question technique. Pourquoi est-ce que il est bon de prendre des substituts de nicotine quand on veut s'arrêter de fumer, alors que la nicotine crée la dépendance ? Autant c'est vraiment la nicotine qui crée la dépendance, autant c'est absolument pas elle qui crée les gros dégâts sur l'organisme, que ce soit sur les poumons, le cœur, le cerveau et les autres organes. Donc le tabac est associé à environ 200 maladies somatiques, aucune n'est causée par la nicotine. Donc l'addiction à la nicotine n'est pas un gros problème en soi. Elle est un problème parce que les produits qui contiennent la nicotine sont essentiellement des produits issus de l'industrie du tabac qui sont des produits dangereux. Est-ce que vous avez les chiffres par rapport aux personnes qui viennent ici pour l'arrêt du tabac et qui ressortent complètement sevrées du tabac ? On a les chiffres de la littérature et notamment de la littérature suisse, et que ce soit à Genève, à Lausanne ou à Berne, on n'est pas différent. Quand on est fumeur, on est fumeur. Et on a le même taux de reprise, et on sait que lors d'un premier arrêt du tabac, moins de 10% parviennent à se consolider plus d'1 an. Donc il faut souvent un 2e, un 3e, un 4e arrêt du tabac avant d'y parvenir. À terme, plus de 40-50% des fumeurs qui ne meurent pas des méfaits du tabac parviennent à arrêter. Est-ce que les techniques comme l'acupuncture ou l'hypnose sont efficaces pour arrêter de fumer ? Alors, il y a 2 éléments dans votre question, l'acupuncture et l'hypnose. Et je pense qu'il est particulièrement important de ne pas
mettre tout ensemble dans le blé. On tombe facilement dans l'écueil de dire les médecines complémentaires et intégratives. C'est vrai, on peut les énoncer sous forme générique, mais elles sont très différentes dans leur théorie, dans leur manière d'être appliquée, dans leurs indications, dans leur efficacité. Sur l'hypnose médicale qui est beaucoup pratiquée dans les hôpitaux universitaires, notamment au HUG, où on l'utilise en anesthésie, où on l'utilise dans beaucoup d'autres services, dont le nôtre. Par ailleurs, on a au sein de notre unité d'addictologie de médecine des dépendances une hypnothérapeute, la doctoresse Morad Begovic, qui pratique l'hypnose chez des patients avec problèmes de dépendance. Les données émergent depuis quelques petites années. Ce n'est que récemment qu'on a des données de plus en plus solides sur l'efficacité de l'hypnose médicale principalement. Également sur l'homéopathie et d'autres techniques comme l'auriculothérapie, les ventouses, l'acupuncture. Il y a beaucoup de choses. Pour l'instant, il y a des données encourageantes, quelques données positives, mais à ma connaissance, aucune étude ne montre d'effets spectaculaires sur les patients en matière d'addiction. C'est-à-dire qu'on ne quadruple pas les chances qu'un patient arrête de fumer en lui proposant l'hypnose médicale. En revanche, si on a un répondeur sur 4 patients traités ou 6 patients traités, c'est déjà un très bon résultat en comparaison de tout ce qui existe d'autre, que ce soit les approches pharmacologiques ou les autres approches non pharmacologiques, dont l'entretien motivationnel, qui n'est pas du tout miraculeux non plus. Donc les addictions, les dépendances, comme on préfère les appeler, restent des problèmes très difficiles à traiter. On sait que dans la dépendance au tabac, il y a un taux par tentative d'essai de maximum 5-8% pour une tentative. En revanche, on encourage les gens qui ont rechuté ou repris le tabac à réessayer. On rentre de nouveau dans un cycle qu'on appelle pré-contemplation, contemplation, passage à l'action. Donc on accompagne les patients pour refaire un tour de piste, comme on aime bien le dire, et réessayer 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard. Et in fine, une moitié des fumeurs arrêtent de fumer environ dans la plupart des pays occidentaux. Il existe des substituts, des accompagnements pour arrêter de fumer, mais tous les professionnels que j'ai rencontrés pour ce podcast sont unanimes. Rien ne vaut la prévention, voire des interdictions strictes. Alfredo Adeo. Moi, je suis oncologue, donc je participe souvent à des conférences. Et quand on parle des conférences, les oncologues sont souvent très excités s'il y a des nouveaux traitements qui peuvent prolonger la vie des patients, améliorer. Parfois, si on arrive même à soigner ou guérir, c'est magnifique. Mais je me rappelle très bien, ça fait 10 ans, il y avait une magnifique présentation faite par un oncologue américain qui avait dit: mais nous on parle souvent de drogues, des molécules qu'on pourrait peut-être utiliser pour améliorer, mais si on arrêterait tout de suite, je sais pas que c'est pas possible, mais il y aurait plus de cigarettes, plus de tabagisme, on devrait réduire les cas de cancer pulmonaire des 80%. Et il n'y a aucun traitement thérapeutique qui pourra jamais matcher ça. On peut faire ce qu'on veut, on n'arrivera jamais à guérir 80% des patients atteints par un cancer pulmonaire. Par contre, et c'est pour ça que je tiens énormément à ça, si on arrive à faire de la vraie prévention, ça veut dire de éviter déjà de commencer à fumer, aussi un peu d'arrêter le plus rapidement possible, on va sauver des vies beaucoup plus que si on va dépenser l'argent pour développer des molécules peut-être efficaces, mais qui n'ont jamais la même efficacité. C'est là qu'il faut investir. Et voilà, c'est la fin de ce Pulsation Podcast sur le tabac. Retenez aussi que si la consommation de tabac est à l'origine de nombreuses maladies, comme on l'a vu, sachez aussi qu'elle pèse considérablement sur la santé publique et l'économie. On parle de près de 4 milliards de francs par an dédiés au coût des traitements médicaux et à leurs frais collatéraux.
La cigarette est un fléau et il n'y a pas de consommation sans risque. Mais c'est aussi une question relativement complexe d'un point de vue juridique. Une nouvelle loi sur les produits du tabac va entrer en vigueur à l'été 2024. L'initiative Enfants sans tabac, qui avait été acceptée par le peuple en 2022, aura également un impact. Sa mise en œuvre est prévue pour 2026. Parmi les mesures de protection de la jeunesse annoncées, en principe, la vente de produits du tabac et de cigarettes électroniques aux jeunes de moins de 18 ans devrait être interdite sous peine d'amende. D'autres mesures devraient venir aussi réduire la publicité et le parrainage de manifestations. Un immense et chaleureux merci à toutes les personnes qui ont participé à ce Pulsation Podcast. Merci à Jean-David pour son témoignage. Merci au professeur Alfredo Adeo, au médecin Romain Mess, à l'infirmière Vanessa Vaucher et à Sylvain Delucia, médecin à l'unité des dépendances du service de médecine de premier recours, un service qui vous accueille du lundi au vendredi à Genève et vous aide à sortir de vos addictions, notamment à votre dépendance au tabac. Un immense merci à vous pour votre écoute et à très bientôt dans Pulsation Podcast, le podcast des HUG.